On dit aux médecins, ben, on vous augmente très bien, mais vous comprenez, on ne peut pas parce qu'il y a l'ONDAM. Si on vous augmente, on dépasse l'enveloppe. Et donc vous avez des médecins qui restent à 23 € depuis des années, au plus bas de la moyenne européenne, j'y reviendrai, mais qui sont culpabilisés parce que faits coupables de fait, en quelque sorte, de l'explosion de dépenses maladie et du risque de dépassement de l'ONDAM et donc de déficit d'assurance maladie, etc., alors qu'ils n'y sont pour rien. Ils y sont, certes, ils dépassent, mais ils y sont dans une enveloppe contrainte qu'on a décidée pour eux, qui est fausse, et pour autant, on leur bloque les tarifs et donc on leur diminue la qualité de leur pratique médicale. D'où l'effondrement du système. Loi HPST, Bachelot, bon, ça a été, là, pour l'hôpital, l'hyper-administratisation de l'hôpital avec un pouvoir des directions, des pôles médicaux dont les directeurs médecins étaient nommés par l'administration. Il y a toujours eu des capots, vous le savez, dans tous les milieux. Et donc là, on avait un hôpital qui devenait uniquement administratif avec des circulaires, des procédures, des protocoles, le moindre stylo avec un 4 exemplaires pour demander quelque chose, et donc un hôpital qui s'est retrouvé avec des gueuses aux pieds et qui n'a plus pu se développer. Une erreur magistrale, et des ARH qui sont devenus des ARS. Les agences régionales d'hospitalisation sont devenues des agences régionales de santé. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Simplement qu'à l'époque, les ARH s'occupaient de l'hôpital, privé et public, et les ARS se sont occupés de l'hôpital et de la ville. On a vu que les ARH avaient échoué dans la gestion de l'hôpital, et j'ai pour habitude de dire que on a deux prismes globalement qui nous permettent, à nous médecins, de voir l'avenir et de ne jamais se tromper. Le premier, c'est les courbes démographiques, ça ne se trompe pas, jamais. On sait l'état des naissances, on peut à peu près calculer 50 ans plus tard où on en sera, on ne peut pas se tromper. Le deuxième prisme, c'est qu'on applique toujours à la ville, avec 10 ans de retard, ce qu'on applique à l'hôpital. On a échoué sur l'hôpital, on est en train d'échouer sur la ville parce qu'on a appliqué les mêmes recettes avec les ARS qu'avec les ARH. C'était facile à voir, on est allé tout droit. Et pour finir, loi de modernisation de la santé. Ça, c'est le summum. C'est l'aboutissement de tout ce rêve politique qui est celui de mettre la main sur le soin et d'enfin gérer la dépense en ayant la main sur ces putains, passez-moi le terme, de soignants qui dépensent trop et qui globalement ont besoin d'être encadrés. La loi de modernisation de la santé dit dans son article 1, et on ne vous en a pas assez parlé à la télé parce qu'on ne vous parle que du tiers payant généralisé qui est un peu comme à la corrida, la mouletta là, pour attirer le regard des taureaux. La loi de modernisation de la santé dit, dans son article 1, l'État est responsable de la politique de santé. Que disait la loi auparavant? La loi auparavant disait, l'État est responsable de l'évaluation de la politique de santé. On a enlevé le mot évaluation et ça change tout. Ça change tout. Parce que dès l'instant où l'État est responsable de la politique de santé, il n'y a plus besoin de paritarisme. Il n'y a plus besoin de discussion avec les syndicats. Il n'y a plus besoin de rien. C'est l'État qui décide pour vous. On a fait encore plus fort. On a fait des ARS les relais de l'État. Ça commence à descendre. Et on a fait de la caisse d'assurance maladie un organisme chargé de vérifier l'application des décisions de l'État et de pénaliser si elles ne sont pas appliquées. Je vous rappelle que l'assurance maladie, fondée par les pères de 45, est un organisme de droit privé. On en a fait un organisme d'État. On a, dans le dos des Français, changé le modèle de l'assurance maladie. Donc bon, en face, je vous ai mis ce que ça va mener, je vais nous en parler, l'encadrement, le poids administratif, les temps de non-soins, la culpabilisation des médecins par l'ONDAM, le lien tarif-économie, les tarifs déconnectés de la pratique et l'épuisement, j'y reviendrai. En 20 ans de politique sanitaire centralisatrice et de gouvernance administrative, la médecine de ville, et en particulier la médecine générale, est donc devenue non attractive. Et je vous ai mis une phrase que je dis souvent aux journalistes, si je suis au restaurant et que l'on m'explique que le cuisinier a craché dans le plat, il est rare que je commande le plat. Ça vous explique pourquoi les jeunes aujourd'hui, et ils ont globalement raison, ne veulent plus aller en médecine générale. Parce qu'elle n'est plus attractive. Pour rappel, la médecine libérale, et donc la médecine générale de ville, est basée sur quelques concepts qui sont inattaquables normalement. C'est des dogmes. L'indépendance de l'exercice, primordial. Un médecin doit être indépendant. On ne doit pas influer sur sa pratique, parce que vous êtes tous différents. Et votre pathologie sera toujours différente de celle du voisin. Parce que vous avez un parcours de vie, parce que vous avez un génome, parce que vous avez
tout un tas de choses qui font qu'elle ne sera jamais identique. Et donc le médecin doit s'adapter à votre pathologie et donc il doit être indépendant. Or, face à ça, ARS, CNAM, CEPAM, HAS, Direction Générale d'Offre de Soins, tiers payant généralisé, je vous expliquerai pourquoi, ont attaqué cette indépendance. Liberté de pratique. On doit être libre de nos prescriptions. On doit être libre de notre pratique. Face à ça, on nous a créé la rémunération sur l'objectif de santé publique. Alors ça c'est magnifique, hein, c'est la caisse qui définit un certain nombre de critères et qui vous dit, eh ben, si vous prescrivez tant de génériques, si vous prescrivez tant d'hypolipémiants, etc., vous aurez des points et avec ces points, vous aurez un peu d'argent. Alors comme, évidemment, on n'arrive pas, de par le biais de l'ONDAM, à augmenter les tarifs, qu'est-ce que font les syndicats? Ils disent d'accord, mais c'est un premier couteau dans la perte d'indépendance. Installation, liberté d'installation vs loi de modernisation de la santé. Pourquoi? Parce que la loi dit que les ARS sont responsables de la répartition homogène de l'offre. Alors vous avez entendu partout Madame Touraine s'élever contre les attaques à la liberté d'installation. C'est du cynisme pur puisque sa propre loi rend les ARS responsables de l'homogénéité de l'offre. Donc par là même, des installations. Paiement à l'acte, c'est aussi une des valeurs de la médecine libérale. Paiement à l'acte, pourquoi? Parce que l'acte de soin est un acte contractuel qui se passe dans un colloque singulier. Le tiers payant généralisé a fait exploser cette notion de colloque singulier puisqu'il a introduit un tiers dans l'acte contractuel, qui est l'organisme payeur. Si c'était que l'organisme payeur, ça ne serait pas un souci. Mais vous avez vu par la loi que cet organisme payeur, les assurances maladie, sont devenues aussi organisatrices du soin. Et quand vous êtes à la fois organisateur et payeur, vous avez un conflit d'intérêts majeur. Puisque vous allez, de fait, surtout dans un système qui est en difficulté économique, dire au médecin, change ta pratique, lève ton stylo, etc., etc. Liberté de choix du médecin par le malade. C'est aussi un des principes intangibles de la médecine libérale. Vous devez être libre de choix de votre médecin. C'est attaqué par le biais de la carte sanitaire et de même peut-être par les réseaux de soins. Vous avez entendu parler des réseaux de soins, loi Leroux, 2013. C'est appliqué principalement en optique et en prothèse et en dentaire. C'est quoi un réseau de soins? C'est que si vous avez, vous, comme complémentaire, je dis n'importe quoi, Malakoff Médéric, par le biais de Calivia, sa filiale santé, ben, si vous allez voir un dentiste nommé par Calivia, ben, vous êtes mieux remboursé que si vous n'allez pas voir un dentiste nommé par Calivia. Le seul problème, c'est que Calivia choisit les prothèses que vous pose le dentiste que vous allez voir chez Calivia. Et que donc vous avez une baisse de qualité, ça s'est vu avec Dentexia, etc., une baisse de qualité des soins, et surtout, vous êtes otage économique d'un système. Parce que si vous avez du pognon, que vous avez une bonne mutuelle, vous êtes libre. Si vous n'avez pas de pognon, ben vous allez à l'endroit qui est le mieux remboursé. Vous avez perdu votre liberté de choix. Et ça, il faut savoir que les médecins en sont écartés aujourd'hui parce que nous sommes en remboursement sécu majoritaire. Et tant que nous sommes en remboursement sécu majoritaire, nous ne passons pas par les fourches codines des réseaux de soins. Sauf que, en médecine de ville, la sécu ne rembourse plus que 55%, même moins de 55% des actes, du tarif des actes, d'accord? On est à 4%, en gros, à passer en régime sécu minoritaire, et donc à rentrer dans les réseaux de soins. Donc attention à ça. Dia suivante. Tu peux préciser que c'est dans le code de la santé publique, tous ces Oui. points-là. C'est pas notre vue d'esprit Oui. des points qui sont intangibles, c'est le code de la santé publique qui dit. Toutes les diapos que vous verrez sont des diapos issus d'articles de loi ou de, c'est pas de l'invention. Hein. Ça, c'est le code de la santé publique, effectivement. La liberté, le paiement à l'acte, etc. Ouais. Les conséquences de l'ONDAM, ben voilà, je me suis un peu avancé tout à l'heure, c'est le lien entre les conséquences de la politique économique du pays et les tarifs des praticiens, le blocage des tarifs, la dissociation tarif-coût de la vie, puisque les actes médicaux n'ont pas suivi le coût de la vie, et donc non-attractivité de la profession. Depuis 1980, les prix de la vie quotidienne ont été multipliés par 4 avec l'inflation, et les actes médicaux par 1,3. Vous comprenez que les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'hier. Exemple de charge, alors ça c'est intéressant, on y passe vite, mais c'est un ami à nous qui avait fait son calcul. Exemple de charge d'un cabinet médical. En 1996, chaque professionnel a versé l'équivalent de 11 891 € avec un C qui à l'époque valait 17 €, 70 francs.
En 2013, chaque professionnel a versé 25 850 € avec un C à 23 €. Notez bien qu'il n'y a pas de bénéfice. Les charges réparties entre médecins ne servent qu'à faire fonctionner l'outil et le solde final reste à zéro. Le différentiel représente bien uniquement l'évolution du coût de la vie d'un cabinet médical de groupe. En 1996, les charges annuelles représentaient 699 consultations, soit 175 heures de travail, avec une consultation à 15 minutes environ de durée, d'accord ? Soit 3,5 semaines à 50 heures par semaine. Parce que les médecins, je le rappelle, ne font pas 35 heures, ils font 50, plus les gardes. En 2013, 1124 consultations, soit 281 heures de travail, soit 5,6 semaines de travail à 50 heures. On est donc passé, entre 96 et 93, de 3,5 semaines à 5,6 semaines pour payer les charges d'un cabinet médical. Et si on parlait un peu d'Europe, alors vous allez dire, j'y parle beaucoup d'argent ce garçon, oui, mais parce que c'est un des, on peut pas écarter ça à cause précisément de ça. Les frontières sont tombées. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier, exactement comme les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'hier. Les jeunes ne connaissent plus les frontières. Nous, on était casaniers. Nous, on naissait dans un village. Globalement, on mourait dans un village ou avait un borne autour, quoi. Et ça nous allait très bien. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont élevés à Google, ils sont élevés à Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Et ils ont un esprit mondialiste. S'ils peuvent aller aux États-Unis, ils iront aux États-Unis, au Japon, ils iront au Japon, en Australie, etc. D'accord ? Or, les tarifs de la médecine, France 23 € la consultation, France 23 €, Espagne entre 40 et 70, Allemagne 76, Suisse 70, Italie 50-80, Irlande 45, Angleterre 50-75. Quand un type s'est tapé 10 ans d'études et qu'il a le choix entre 23 € et 50, est-ce que vous pensez qu'il va hésiter longtemps ? Est-ce que vous pensez que cette même personne, si elle a 45 à 50% d'imposition, alors même que dans le pays où on lui paye 50 € la consultation, elle a 22% d'imposition, est-ce qu'elle va se poser longtemps la question ? Non. On perd nos cerveaux. 1800 médecins sont partis en Suisse l'an dernier. 1800 médecins français. D'accord ? 1800. Un ami à moi monte une clinique sur Harley Street à Londres. 150 spécialistes partent. Les meilleurs de chaque spécialité. Les meilleurs. Parce que c'est une clinique basée sur l'excellence. D'ambulatoire, mais basée sur l'excellence. Les meilleurs de chaque spécialité. Le maire de Londres leur ouvre les bras comme ça. On ne gardera pas nos médecins. Bon, ça c'est la même. On passe. Les chiffres d'affaires. En France, médecin généraliste, 83 000 €. Allemagne, 177 000 €. D'accord ? Ça calme. Suivant. Alors, les chiffres encore. 9% d'installation au sortir des études médicales. Moins de 9% même. 8,7% exactement. Ce qui veut dire que dans l'année qui suit les études médicales, vous avez moins de 9% de jeunes qui s'installent en ville. Ils mettent 10 ans à s'installer. Ce qui veut dire que les politiques qui actuellement font des ronds de bras et qui vous donnent comme solution le fait d'augmenter le numerus clausus, ils sont gentils, mais vous serez morts quand ça va arriver. Je ne dis pas que vous allez mourir dans 20 ans, mais enfin, il faudra 20 ans pour en tirer les bénéfices. 10 ans de formation, plus 10 ans à s'installer. Or, il y a urgence. 25% des médecins qui s'installent ont un diplôme étranger. Un quart des médecins qui s'installent ont un diplôme étranger, européen ou extra-européen. Pourquoi ? D'abord, vous avez des Français qui échouent à un concours qui est certainement un des concours les plus difficiles de la nation, le concours de la première année, et donc ils partent en Roumanie ou dans d'autres pays pour repasser ce concours, parce que dans ces pays-là, c'est un examen. Donc ils sont reçus, ils font leurs études, et quand arrive l'internat, l'examen classant national, dans ces pays-là, il y a des notes éliminatoires. En France, non. Donc ils reviennent en France, ils passent l'internat, ils sont reçus avec 5 de moyenne. Pas eux, souvent, mais par contre, tout ce qui est roumain, tunisien, etc., et c'est pas du racisme, hein. C'est que les formations sont différentes, et quand ils reviennent en France, on les reçoit à l'examen, ils sont reçus à l'examen avec 5, 2, 0 de moyenne. Qu'est-ce qu'on en fait ? La loi fait qu'ils sont reçus. Donc ils partent en centre hospitalier généraux. Et vous vous retrouvez avec des centres hospitaliers généraux, Hoche, Cahors, etc., qui se retrouvent, pauvres d'eux,
avec 5-6 internes étrangers dans le service, qui ne parlent pas la langue, ou qui parlent très mal la langue. Ils sont obligés de les former, le b.a.-ba, hein, de les reformer entièrement. Ils perdent du temps, ça coûte de l'argent. Et à côté de ça, on a fait échouer au concours d'entrée des Français qui auraient été certainement de brillants médecins. Un chiffre peu connu, encore qu'on a fait suffisamment de foin à l'UFML pour que ça transpire dans les médias, 2,5 fois plus de suicides chez les médecins que dans la population générale. 2,5 fois plus. C'est énorme. Hein. Il y a 4 professions qui se suicident en France, qui sont les professions qui se suicident le plus en France. C'est les 4 piliers de la République. Ceux qui nourrissent, les agriculteurs, ceux qui protègent, les policiers, ceux qui éduquent, les profs, et ceux qui soignent, les médecins. Et pas c'est moi le cas, mais l'idée. Mais dans une nation, quand les 4 piliers de la République sont ceux qui se suicident le plus, c'est que cette nation va mal. Burnout avéré, 50% des médecins quand même. 50% des médecins généralistes, 1 sur 2, sont atteints de burn-out ou à risque de burn-out. Toutes les enquêtes depuis des années le montrent. 1 sur 2. Or, tout mon propos de ce soir est de vous dire qu'on manque de médecins, mais si sur ceux qui restent, vous en avez 1 sur 2 qui est en burn-out ou à risque de burn-out, et je ne vous souhaite pas d'être soigné par un médecin dépressif. Parce qu'il n'a pas du tout la même vision de la pathologie qu'on peut l'avoir quand on est heureux. Et c'est pourtant le cas. En 2010, 903 médecins ont dévissé leur plaque bien avant l'âge de la retraite. 70% des maires, 70% des maires de France. Et vous vous rendez compte, 2 tiers des maires de France signalent avoir des difficultés pour trouver des successeurs aux médecins de leur ville, y compris en bord de mer. Y compris en bord de mer. Pour tous les politiques qui vous disent « Ah, ils s'installent les canis, etc., etc. » Partout. Paris. Baisse du nombre de médecins généralistes de 21,4% entre 2007 et 2014. 0 installation de médecins généralistes au premier semestre 2014. 0 installation de médecins généralistes sur Paris. Vous imaginez le truc? Projection à 5 ans, perte jusqu'à 50 à 60% de médecins généralistes dans le secteur 1, dans certains arrondissements. Le secteur 1, vous le savez, secteur conventionné, 23 €. Secteur 2, dépassement autorisé avec tact et mesure. On en a beaucoup à Paris, beaucoup moins à Toulouse, des médecins généralistes qui vont vous prendre entre 27, 30, 35, 40, suivant ce que vous demandez, s'il y a plusieurs actes dans la consultation, le temps un peu allongé, etc. Bon. Moyenne d'âge 56,2, bon, je passe, on en a parlé. Midi-Pyrénées. Comparaison 2007-2015, c'est des chiffres de l'ordre tout ça. Hein. Augmentation générale des effectifs, surtout en Haute-Garonne. Alors c'est ce que je vous disais, attention, on a le pansement là qui cache la vérité. Surtout dû à la forte hausse des médecins retraités inscrits au tableau. Plus 72,8%. Plus 72,8% d'inscription de médecins retraités à l'ordre des médecins. C'est vous dire s'ils ont une bonne retraite. En 2007, 9 943 actifs, 84%, 1873 retraités, 16% inscrits. En 2015, 9 998% actifs et 3 236 retraités. 2 tiers des médecins de Toulouse sont à moins de 10 ans de la retraite. Si vous n'avez qu'un chiffre à retenir, c'est celui-là. 66% des médecins de Toulouse sont à moins de 10 ans de la retraite. Nous allons vers une catastrophe sanitaire majeure à Toulouse. Variation de la population générale et des médecins actifs entre 2015 et 2020. Le seul département où il y a une hausse prévue du nombre de médecins, projection par nombre d'habitants, bon ça je passe. Le Gers, projection de nombre d'habitants, plus 7,2%, nombre de médecins, moins 8,5%, moyenne d'âge 52 ans, plus de 60 ans, 30% en gros, moins de 40, 16,3%. Nouvelle inscription au conseil départemental de l'ordre en Midi-Pyrénées, 322 en 2014. 9,9% de diplômes européens, 7,8% de diplômes extra-européens, donc ça nous fait en gros 17-18%, avec une surreprésentation en Ariège et en Gers, 43% de diplômes européens, Ariège, Haute-Pyrénées, 50% de diplômes européens. Un médecin sur 2 inscrit en Haute-Pyrénées est à diplôme étranger. 1 sur 2. Aveyron-Tarn-et-Garonne, 26%.
sur ces chiffres, 52% de salariés, 30% de remplaçants, 15% de libérales. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez des politiques qui ont un esprit assez curieux, je vais dire, qui pensent remplacer les médecins français par des médecins à diplôme européen. Ça ne les gêne pas du tout de prendre les médecins dans des pays qui en ont besoin quand même. Parce que la Roumanie, quand on prend ses médecins, elle en manque après. Vous avez une espèce d'effet domino, parce que la Roumanie prend la Pologne prend le droit, etc. Bon. Mais le problème, c'est que ces médecins à diplôme étrangers, ils sont à l'hôpital. Ils ne sont pas en ville. Ils ne sont pas fous. Ils sont à l'hôpital. 52%. D'accord? La projection suivie sur 5 ans, 5 années plus tard, des nouveaux inscrits de l'année 2009. Donc on a fait une étude sur les gens qui s'étaient inscrits en 2009, soit 217 médecins. 14 ne sont plus inscrits au tableau de l'ordre, donc il y en a 14 qui ont disparu, là on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et 33 qui ont quitté la région Midi-Pyrénées. Ils sont partis vers là où l'herbe est plus verte, sans doute, ou je ne sais rien, mais bon, sans doute dans des pays autres que la France. 50 sur 200 qui ont disparu. Voilà. Ce qui fait quand même 50 sur 200, 25%. Siguiente, per favore. Alors, on parle que des généralistes, mais quand même un peu d'idées de spécialités qui sont en fort déclin. Gynécologie médicale, point d'âme. Gynécologie médicale et obstétrique, moins 25% entre 2008 et 2015. Moins 19% supplémentaires attendus entre 2015 et 2020. Vous allez perdre 40% de vos gynécos. Non remplacés. 229 ophtalmologistes à Midi-Pyrénées, avec moins 7% entre 2007 et 2015, moins 4,4% attendus de 2015 à 2020. Vous savez quelle est la difficulté pour trouver un ophtalmo, et bien on va encore en perdre 15%. Psychiatrie, ça c'est le vrai drame, et on n'en parle pas assez. La psychiatrie française est en train de se casser la gueule à vitesse grand V. Et ça c'est éminemment dangereux. Parce que vous avez aujourd'hui des gens qui sont en forte pathologie psychiatrique, qu'on ne peut plus soigner, faute de spécialistes, et faute de lieux pour les accueillir, et donc ils sont dans les rues. Et une part de la violence médicale, notamment des agressions des médecins dans les cabinets, etc., vient de là. On a un confrère, il y a 8 jours, qui s'est fait assassiner par un malade mental, qui a pris 38 coups de couteau, ou 48. Voilà, et le type était un patient psychiatrique, voilà, qui n'était pas équilibré, parce que pas de psychiatre. Moins 6,4% de 2007 à 2015, moins 4,1% prévu, donc 10% en gros en moins encore de psychiatres, alors même qu'on en manque réellement. Diapositive suivante. Alors, les éléments de langage, je vous en parlais tout à l'heure, la tarte à la crème. Qu'est-ce que nous disent les politiques? Encore une fois, droite comme gauche. Qu'est-ce que nous disent les politiques? Il faut augmenter le numerus clausus. Oui, mais on a vu tout à l'heure que les jeunes mettaient 10 ans à s'installer. Donc, en gros, 8 plus 10, 18 ans avant d'en toucher les bénéfices. Maison médicale, grosse tarte à la crème, on vous dit partout, il faut construire des maisons de santé pluridisciplinaires parce que les jeunes, ils veulent plus s'installer. Ils veulent plus s'installer seuls, ils veulent plus s'installer, ils veulent s'installer comme à l'hôpital avec plein de professions avec eux, etc., etc., et que ça serait mieux que si c'était moins bien. En gros, c'est ça le raisonnement. Bon. Sauf que, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces maisons médicales, qui coûtent extrêmement cher, puisqu'en gros, la construction, c'est entre 300 000 et 1 million d'euros. Ces maisons médicales sont subventionnées par les ARS, qui, dans la loi santé, a la main sur le projet médical. C'est-à-dire que dès l'instant où vous mettez un pied là-dedans, vous perdez encore plus votre liberté d'exercice. Et en plus, vous mettez le pied dans une structure qui a été construite à grands frais, dont on vous dit, rassure-toi coucou, les charges seront payées par les ARS, voire même la mutuelle, etc. Et puis au bout de 2-3 ans, on coupe les subventions. Vous vous retrouvez avec des charges énormes. À 7 ou 8 professionnels de santé, vous en avez 2 qui s'en vont. Les 6 qui restent se prennent des charges de 8. En général, un se suicide ou un fait un burn-out. Il en reste 4. Et la maison ferme. Ce qui explique qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les maires étant responsables devant leurs administrés de la santé de leur commune, vous l'avez vu, 70% ne trouvent pas de médecin. Ils sont affolés. Totalement affolés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une maison médicale. Et elles sont vides. Partout en France, vous avez des maisons médicales vides. Parce que les jeunes ne veulent pas prendre le risque d'aller exercer dans des structures qui les pendront au bout de 2 ou 3 ans.
Les jeunes veulent d'autres formes d'exercice, on nous dit, je reviens là-dessus. Non, c'est, regardez la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, si je vais au resto et qu'on me dit que le cuisinier a craché dans le plat, je ne commande pas le plat. La médecine n'est pas attractive. C'est pas qu'ils veulent d'autres formes d'exercice, c'est qu'ils veulent plus s'installer dans une médecine qui est devenue attractive. Obligation d'installation et conventionnement sélectif, mais ça c'est le réflexe des maires, et je ne leur en porte pas grief, encore une fois, parce qu'ils ont un problème extrêmement épineux à régler, et les gens qui vivent aussi le manque de médecins, mais pas que, donc le manque de pharmacie, le manque d'infirmières, qui fait qu'en France, vous avez un certain nombre de régions actuellement, ou de territoires où les gens ont peur de vivre, parce que quand vous arrivez à 70 ans, que vous êtes insuffisant cardiaque et que vous n'avez plus de tissu sanitaire autour de vous, si vous faites un OAP, vous êtes mort. Le dénuvé du poumon, vous êtes mort. Parce qu'il n'y a personne autour et ce n'est pas le SAMU qui va mettre 25 ou 30 minutes pour arriver qui va vous sortir de là. Vous serez mort avant. Donc vous avez peur de vivre. Et quand vous avez peur de vivre, c'est comme quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic. Vous avez une première phase qui est une phase de colère. Vous faites une projection et vous vous retournez contre la personne qui vous l'a annoncé. Et donc c'est le fameux yaka les obliger à s'installer. Et quand vous avez vu que le yaka les obliger à s'installer ne marche pas, vous vous jetez dans les bras de celui qui vous offre le plus, et c'est la porte ouverte à l'extrémisme. Et si vous calquez la carte des déserts médicaux profonds avec la carte du Front National, vous verrez que globalement c'est la même. Et le vrai danger pour les politiques aujourd'hui, il est là. S'ils ne comprennent pas que l'effondrement du système de soins, c'est la porte ouverte à tous les prophètes, et donc à l'extrémisme, ils n'empêcheront pas Mme Le Pen de continuer à monter les sondages. Médecin à diplôme étranger, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu peux être la suivante. Ah, remplir recours, voilà. Alors avant que le docteur vous prenne comme patient, il faudra être très patient. Vous voyez, bon, le dessin parle de lui-même. C'est ce que connaissent les Français quand je vous disais des saisons où les Français ont peur de vivre. Tiers payant généralisé en 2017 dans la limite des stocks de médecins disponibles. Ben oui. Madame Touraine nous a dit donc qu'elle allait mettre en place le tiers payant généralisé, qui était l'aboutissement de sa loi, une loi construite sur les inégalités sociales en santé et sur le renoncement aux soins. Madame Touraine nous a expliqué que quantité de Français étaient en difficulté économique et renonçaient aux soins pour 23 €. Ce qui est vrai. On le voit tous les jours dans nos cabinets, ce qui est vrai. On a tout un tas de patients qui nous demandent d'encaisser le chèque au bout d'un mois, 23 €. C'est la réalité. Sauf que, effectivement, on le fait. On encaisse le chèque au bout d'un mois. Ou on a des cartes de paiement avant santé, c'est-à-dire que le patient est remboursé avant qu'on ait encaissé la carte. Ça existe tout ça. On a mis en place une loi, vous allez voir la perversion du truc, en disant les Français peuvent renoncer aux soins et donc il faut le tiers payant généralisé, obligatoire. Tiers payant qu'on faisait déjà, hein, pour les CMU, les AME, etc. Il faut le rendre obligatoire. Et ils ont eu un problème, vous en entendez parler en ce moment, sur la perception des franchises. Vous savez qu'on vous prend 50 centimes par boîte de médicaments, 1 € par consultation et 2 € par transport. Et avec le tiers payant généralisé, ils ne pouvaient plus les percevoir. Donc comment faire? Donc dans la loi, on a mis un petit alinéa, là, on a dit, pour que les patients puissent bénéficier du tiers payant généralisé, il faut 3 conditions. Il faut qu'ils acceptent les génériques, il faut qu'ils acceptent d'avoir un dossier médical partagé, et il faut qu'ils acceptent que la caisse ponctionne leur compte bancaire directement. Mais comme ça coûte cher de ponctionner, on ne va pas ponctionner 50 centimes par 50 centimes, surtout avec les millions de consultations qu'il y a. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ponctionne tous les 50 €. Ce qui veut dire qu'on a fait une loi en disant que les Français renonçaient aux soins pour 23 et qu'on va leur taper 50 sur le compte. Elle est pas belle la vie? Il n'y a pas un truc un peu bizarre là? On va rendre des Français interdits bancaires alors même qu'on a fait une loi en disant que les pauvres gens ne peuvent pas payer 23. Ce tiers payant généralisé, j'y reviens rapidement aussi. Pourquoi on est contre? Évidemment, vous avez entendu parler de la fameuse déresponsabilisation du patient par la gratuité, etc. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Bon. Très honnêtement, j'y crois pas. Je ne pense pas que les gens aillent chez le médecin par plaisir. Non. Pourquoi on est contre? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On est contre parce que on perd notre indépendance. Et ça, c'est pas négociable. On ne négocie pas la liberté, on ne marchande pas l'indépendance. Voilà un système qui, par le tiers payeur qui est introduit dans le fait de financer les médecins, va décider de l'orientation du soin. Et on a tout perdu là-dedans, vous comme nous. Le tiers payant est dangereux que pour ça.
Le tiers payant est un truc qui peut s'imaginer dans un pays en bonne santé économique. Là, l'organisme financeur n'a pas lieu, ou en tout cas beaucoup moins, d'agir sur la prescription du médecin. Mais quand le système est en très mauvaise santé économique, il agira dessus. Collectivisation du soin. L'intérêt collectif est supérieur à l'intérêt individuel. Loi économique. L'intérêt individuel est toujours supérieur à l'intérêt collectif. Loi médicale. L'un ne peut pas aller avec l'autre. Si en médecine, on fait passer l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel, on a tout perdu. On a perdu toute l'éthique et toute la déontologie. Et c'est pour ça que ce n'est pas négociable. Alors, les solutions. Nous y voilà. Alors d'abord, on l'a vu, perte de l'attractivité de ce métier. Pourquoi? Parce que nous avons en France, c'est ce que je dis à tous les politiques nationaux que je rencontre, une perte totale de la relation de confiance entre les soignants, de l'aide-soignante au médecin, en passant par le pharmacien, le dentiste, l'opticien, etc. Une perte totale de la relation de confiance entre les soignants et l'administration, ou l'État. Donc il va falloir retisser ça. Ça passe par la reconnaissance et par la considération. Ça passe par des valeurs toutes bêtes. Mais des valeurs qui ont été piétinées. Sanctuariser les valeurs de la médecine, l'indépendance, la liberté, l'individualisation du soin, le secret médical qui est détruit par la loi santé. On ne vous l'a pas assez dit. On a créé dans la loi santé une base de données patients où dedans on retrouve vos données de santé, vos données fiscales, vos données sociales. Et cette base de santé, l'État a le droit de la vendre au privé, si tant est que le privé fait la preuve qu'il y a un intérêt de santé publique à l'exploitation des données. Le gap est large. Ces gens-là assurent votre voiture et votre maison. Ils sauront tout de vous. C'est le Graal pour eux. Alors on nous dit non, elles sont non identifiables, etc. etc. La NSA se fait braquer ces données. Donc on ne me dira pas que c'est non identifiable. Qui plus est, quand j'écoute M. Jean-Paul Lacam, qui est le délégué national des IP, Institut de Prévoyance, qui sont dans les entreprises, ANI, vous savez qu'on a créé la mutuelle pour tous avec l'accord national interprofessionnel dans les entreprises, et quand on interroge ce monsieur face caméra, qu'est-ce qu'il nous dit? La journaliste lui dit, mais alors Jean-Paul Lacam, vous avez demandé depuis longtemps d'avoir accès aux données de santé, et avec la loi santé, Guilleret dit, mais oui, avec la loi santé, vraiment, et mais dorénavant, on pourra avoir accès aux données de santé, comme ça on pourra respecter les critères de Solva 2. Voilà. C'est-à-dire les critères que Maastricht leur impose en termes de rentabilité et de gestion du risque financier. Voilà. Fabuleux. Vous êtes des outils qui permettent à ces messieurs de respecter la gestion de leur risque financier. Ça, évidemment, on ne vous en parle pas, quoi, mais c'est le fond de la loi, il est là. Où j'en étais gouvernance et démocratie sanitaire, j'y reviendrai, très important. Limiter le rôle des assurances maladie au seul rôle d'assureur. C'est pas compliqué, quoi. C'est les assureurs. Les mecs, ils payent, mais ils n'organisent pas. Votre assureur de voiture ne vous dit pas comment conduire. Il ne vous dit pas, dorénavant, tu feras attention de respecter telle vitesse, les virages tu les prendras comme ça, tu apprendras à contrebraquer, etc. Non. Comprendre et accompagner l'avenir, je vais y revenir, c'est très important, et ça, les syndicats n'en parlent pas, et c'est une erreur fondamentale. Sortie de l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM, ben oui. Les tarifs des médecins, je ne parle pas des prescriptions. On est, nous, générateurs de dépenses, parce qu'on prescrit. Transport, médicaments, hospitalisation. Mais on a des tarifs qui représentent 11% du coût de l'assurance maladie. Ça, il faut le sortir de l'enveloppe. Si on le sort de l'enveloppe, on oblige le politique à se prononcer sur la valeur réelle de l'acte. Combien vaut un médecin? Il ne se retranche plus derrière le « Ah, on vous augmenterait bien, mais vous comprenez l'ONDAM. » Donc ça sera 25 €. Vous avez entendu que les médecins vont être augmentés de 23 à 25 €. Je rappelle que 25 €, c'est la valeur de la consultation en 1982. En 2002, c'est la valeur du C en 2002, en euros constants. Donc ça ne nous augmente pas, hein, ça nous ramène à 2002. Création de la haute autorité de surveillance médico-économique. C'est quoi ce bousin? La haute autorité de surveillance médico-économique, cette idée-là, c'est de mettre la caisse d'assurance maladie, l'UNOCAM, les organismes complémentaires, les syndicats de médecins, l'ordre, les représentants des patients, le CIS, dans une même organisation. Cette organisation, elle est chargée de surveiller les pratiques médicales des médecins et les tarifs des médecins,
parce que vous verrez qu'on demande un seul secteur, donc on demande des honoraires complémentaires pour tous, mais surveillés par l'ASM. Et l'ASM surveille aussi en haut les pratiques des assureurs. Assurance obligatoire et assurance complémentaire. En termes de non-attaque de l'indépendance des médecins. Et donc de respect de l'éthique. Donc cet ASM-là agit en haut et en bas. Sur les médecins et sur les organismes payeurs. Contractualisation des patients avec l'assurance maladie. Pourquoi? Tout ça, ça rentre dans le pavé confiance. Hein. L'assurance maladie est le seul organisme d'assurance qui ne contractualise pas. C'est quand même curieux. Vous contractualisez tout ça avec votre assurance. Vous signez avec AXA, avec machin, et tout. L'assurance maladie, non. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un contrat signé entre les patients et l'assurance maladie, où dedans, il est défini les droits et les devoirs des patients. Aussi simple que ça. Afin d'éviter les abus, les faux semblants, les mauvaises idées, etc. etc. Contrat d'indépendance des médecins et de l'assurance maladie, ben là aussi, hein, l'assurance maladie signe avec les médecins le fait qu'elle respecte leur indépendance. Réécriture de la loi de modernisation de la santé, avec abrogation de l'article 1. L'État est responsable de la politique de santé. Ça, on l'abroge, on l'enlève. Le reste suivra. Abrogation des réseaux de soins pour vous éviter de tomber dans le piège des réseaux de soins. On suit, excusez-moi. Plan de relance de la médecine libérale, oui, il faut un plan Marshall de la médecine libérale. Pourquoi? Parce que la médecine libérale est certainement le côté qui a les marges les plus importantes, qui fait gagner le plus de marge économique à l'État par rapport à l'hôpital. Mais l'hôpital aujourd'hui coûte d'autant plus qu'il y a un effondrement de la médecine libérale et que donc de fait vous avez un appel des patients vers l'hôpital puisqu'il n'y a plus le terrain de ville. Entre parenthèses, là aussi folie de nos énarques et de notre technostructure, vous avez entendu parler du virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on veut raccourcir au maximum les séjours hospitaliers pour vous réinjecter en médecine de ville le plus rapidement possible. Ben ouais, sauf qu'il n'y a plus de médecine de ville. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Si ça ne s'appelle pas mettre la charrue avant les bœufs, ça, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord développer la médecine de ville et après faire le virage ambulatoire? Non. On continue, comme si de rien n'était, à prôner le virage ambulatoire, parce qu'on pense qu'en mettant des médecins étrangers, etc., on va... bon, toujours là un truc. Flexibilité de l'exercice, oui, les jeunes ont changé. Ils feront 5, 6, 7 métiers de soins dans leur cursus. Il faut favoriser les passages de l'hôpital public à la clinique privée, à la ville, de la ville, à l'hôpital, etc., etc. Favoriser ça. Création de centres d'urgence libérales, oui aussi. Il faut aménager le territoire et partout mettre des petits centres d'urgence de ville tenus, gérés par des médecins libéraux qui pratiqueront de l'acte d'urgence et non pas du C. Aménagement du territoire. Augmentation du numerus clausus, oui, en tenant compte des priorités régionales et des spécificités de chaque profession, et pas juste sur un coup politique. Modification du 3e cycle, l'examen classant national. Il faut éviter d'avoir ce problème de médecins qui arrivent et qui ne parlent pas la langue. Il faut donc, à l'entrée du 3e cycle, créer un examen validant où on va vérifier les compétences et le niveau de connaissance de la langue française. Aussi simple que ça, si on veut garder la qualité de la médecine de France. Enveloppe de financement des mises aux normes. Vous avez entendu parler que tous les cabinets médicaux doivent se mettre aux normes pour aux normes handicapées. Ce qui est normal. Ce qui est normal et nécessaire dans un pays républicain. Sauf que, je rappelle que nos tarifs sont bloqués par l'État. Je rappelle que nous ne pouvons pas augmenter nos actes, parce qu'on est déjà au maximum. Et je rappelle que cette mise aux normes, on doit la payer, nous, sur nos propres deniers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un artisan, un commerçant, etc., qui on demande de faire ça, il peut jouer sur le prix de ce qu'il vend ou sur le nombre d'articles qu'il vend. Nous, non. Ce qui veut dire que non content d'avoir des médecins qui ferment parce que vous l'avez vu, les charges explosent, on leur en rajoute un petit peu plus et on veut développer la médecine. Non. Enveloppe de financement des mises aux normes. Surveillée par l'ASM et les représentants des handicapés. Chaque enveloppe sera auditée, etc. Création d'un seul secteur d'exercice sous surveillance de l'ASM, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de secteur 1, de secteur 2, de secteur 3. Il y a tous les médecins ont droit à dépassement ou à complément d'honoraires, mais sous une étroite surveillance. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand vous allez voir un médecin, des fois, vous y allez pour 4, 5 choses différentes.
Ben, ce médecin, il est fondé, qui vous demande 40 €, là vous lui demanderez 23 s'il n'y avait qu'un seul acte. Création d'un super ministère du développement du territoire. On a loupé l'aménagement du territoire de ce pays. On doit créer un ministère qui va regrouper à la fois la santé, le commerce, l'industrie, l'artisanat, les transports, l'éducation, la sécurité, et qui va plancher sur l'aménagement du territoire. Si on ne relance pas les territoires, personne ne s'implantera. Les médecins s'installent à 30-35 ans, fondés de famille. C'est la femme qui est médecin. Le mari a souvent un métier technique. Exemple, ingénieur chez Airbus ou truc. S'ils vont à la campagne, est-ce que vous croyez que l'ingénieur chez Airbus, il va trouver un métier? Non. Donc, ils n'y vont pas. Donc, il faut qu'on aménage le territoire, qu'on réinjecte des industries, etc. Je ne veux pas faire des courtes lignes, reconstruire mettre les villes à la campagne, mais il y a une idée quand même de désenclavement d'un certain nombre de zones. Et puis aussi, pareil pour les banlieues, etc. On ne peut plus accepter qu'aujourd'hui on ait des banlieues sordides, avec la violence, tout ce que vous voulez, de ghettoisation, etc. On ne peut pas. Je veux dire, on est dans un pays développé, on ne peut plus accepter ça, quoi. Audit et diminution du nombre d'agences d'État. Ça, on le sait peu. Le coût des agences d'État, c'est 50 milliards par an. 50 milliards par an. Politique du médicament. D'une part, il faut dégraisser le mammouth, parce que le Vidal, il est comme ça, et vous avez quantité de produits qui ne servent plus à grand-chose, et Jean-Jacques en sait quelque chose. Mais également et surtout, interdiction du lobbying. Ça, c'est quand même fabuleux. On a une loi qui est sortie, qui est une loi sur les conflits d'intérêts, dont c'est la deuxième mouture. On a dit aux médecins, dès l'instant où vous avez un avantage d'un laboratoire, et Jean-Jacques en sait quelque chose, c'est-à-dire un stylo, des post-it, des trucs comme ça, parce que les sacs de golf et les voyages aux Maldives, je vous rassure, c'est il y a 20 ans, ça n'existe plus. Il vous faut le déclarer. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Habituellement, tous les 6 mois, les médecins se réunissent d'une zone loco-régionale pour faire le choix des gardes. Ils vont dans un restaurant, un laboratoire paie le repas, expose sommairement l'intérêt d'un produit et paie un magret de canard. Je ne pense pas que beaucoup de médecins se fassent circonvenir pour un magret de canard. Je ne crois pas. Par contre, dans le même temps, dans les couloirs de Bruxelles ou les couloirs de l'Assemblée nationale, vous avez une profession reconnue qui existe, qui est la profession de lobbyiste. Et ces gens-là vont aller influer sur les politiques pour obtenir des tarifs de mise sur le marché de médicaments qui vous expliquent que certains produits sont vendus 200 fois plus cher qu'ils devraient l'être. Et vous avez des politiques qui sont salariés de laboratoires, et ceux-là, dans la loi, sont exclus de déclaration de conflit d'intérêts. Dès l'instant où ils ont une activité contractuelle et de salariat, ils n'ont pas à le déclarer. On ne se fout pas un peu de votre gueule, là? Moi, je crois que si. Autorité de régulation des organismes complémentaires, ben oui. C'est ce que prône Frédéric Bizard, et il a raison, c'est dans le programme aussi de Fillon d'ailleurs, c'est de mettre une autorité de régulation des 400 ou 600 mutuelles différentes que vous avez, qui va aller surveiller véritablement ce qu'elles font. Je rappelle que les mutuelles ont entre 15 et 25% de frais de gestion, là où la caisse en a 5%, qu'ils sont les premiers annonceurs radiophoniques, télévisuels, etc. Les premiers annonceurs, vous n'avez pas 10 minutes sur une radio sans que vous ayez une pub de mutuelle, hein, vous les connaissez, la Matmut, etc. Ils sponsorisent tous les événements sportifs, tous les trucs, c'est mieux que Red Bull, parce que tout cet argent ne retourne pas à la santé. Quand vous filez 100 € à une mutuelle, vous en avez 60 qui reviennent à la santé et 40 qui partent en régime prudentiel, en publicité, etc., etc. Donc il faut une autorité de régulation pour ça, ça réinjectera de l'argent dans la santé, et il faut changer, sans doute, avoir assez de pognes sur l'Europe pour effectivement changer un régime prudentiel qui impose aux mutuelles et aux assurances de mettre en réserve 3 quand ils dépensent 1. C'est aussi simple que ça. Voilà, en gros, quelques solutions pour sortir des déserts. Vous avez le reste dans ce qu'on a proposé, qui est le New Deal pour la santé, que vous pouvez retrouver sur le site que je vous ai mis là, www.ufmlasso.org. On fait la tournée des popotes et on rencontre la plupart des ministres et la plupart des politiques depuis maintenant 2 ans. On a une quinzaine de nos propositions qui avaient été reprises dans le programme Fillon, et puis est arrivé ce qui est arrivé. Je vous remercie.